On a plus de questions sur le sanglier que vraiment de réponses. On a plein d'hypothèses de travail et qui sont des fois un peu contre-intuitives par rapport justement aux croyances qu'on peut avoir. Dégâts, nuisibles, gestion ou encore prolifération sont des termes récurrents pour décrire le sanglier. Mais quelle est la situation actuelle de cette espèce souvent mal aimée ? La bête noire a su reconquérir son territoire à travers toute l'Europe. Sa population n'a de cesse d'augmenter depuis un certain nombre d'années et pose aujourd'hui un réel problème. Le sanglier est responsable à lui seul de 85% des dégâts agricoles et cause de nombreux accidents. Rien que pour l'année 2015, le montant des indemnités a atteint la somme de 20 millions d'euros. Cependant, seulement 10% des communes concentrent à elles seules 75% de la totalité des dégâts. Parallèlement, en France, le nombre de chasseurs a diminué de moitié en 40 ans, alors que dans le même temps, le prélèvement par chasseur s'est vu multiplié par 10 et le tableau de chasse par 16 pour atteindre aujourd'hui un prélèvement annuel de plus de 570 000 individus. Mais comment la population de sangliers peut-elle encore augmenter avec une pression de chasse si importante ? L'Office national de la chasse organise des suivis sur la faune sauvage, sur la réserve biologique intégrale de la Sylve d'Argenson, en fait, ça s'appelle, c'est la réserve de Chizé, depuis très longtemps, depuis plus d'une trentaine d'années, sur toutes les espèces. Au départ sur le chevreuil, c'est un site qui est internationalement connu, qui est une référence mondiale sur le suivi scientifique sur les chevreuils. Et puis depuis, ça s'est diversifié. Donc il y a des équipes qui travaillent sur la grande faune, chevreuil et sanglier, et puis sur les suivis sur l'avifaune aussi maintenant. La première chose qu'on va faire, c'est capturer les animaux, les marquer, les relâcher, les recapturer. Capture, marquage, recapture, ça c'est la base des études. Ça nous permet, à partir de là, d'avoir une estimation des effectifs, par exemple. Le but final des études, c'est comprendre comment fonctionne une population, et à partir de là, une fois qu'on a compris, c'est pouvoir mettre au point des outils de gestion simples qui seront utilisés par les gestionnaires, par les chasseurs, pour piloter, pour gérer leur population. Mais il faut d'abord passer par une phase de compréhension, et là on va travailler en collaboration avec d'autres organismes de recherche qui vont, qui vont nous aider à comprendre. Là, il vient en casse, pas trop la mesure. Et la caisse, c'est jamais une place, c'est la caisse, Putain! Oh là 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 la vache! Ah, il n'y a pas de caisse! Oh là là! Alors là...
Serre-toi, hein. Allez. Si tu peux. On a un gros cochon de pris dans le filet. C'est facile, mais c'est pas tout le monde. Il va falloir faire gaffe. Il y en a fait. Fais-lui la pâte. Ici, en avant des mamelles. Donc on a 2 embryons. Ici on voit l'abdomen en coupe longitudinale. On regarde l'évolution du bilan de santé en fonction de l'âge. Comment le bilan de santé évolue en fonction de l'âge. Et ou des conditions environnementales. Souvent, les chercheurs disent que le sanglier, c'est une énigme, encore. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur le sanglier, il y a plein de croyances sur le sanglier. Et en fait, autant on peut connaître le fonctionnement d'une population de chevreuils, et à partir de là, on va pouvoir en tirer des enseignements pour d'autres espèces herbivores, pour le cerf, voilà, les résultats de Chizé ont été utilisés pour plein d'autres espèces. Autant ça ne fonctionne pas sur le sanglier. Le sanglier n'a pas une reproduction classique d'un grand mammifère. Voilà. Sur la réserve de Chizé, par exemple, mais ça va être vrai en nature, mais là, ici, on peut le mesurer. Il y a certaines années, on capture quelques dizaines de marcassins, et pour la même population, l'année suivante, on va en capturer plusieurs centaines. Et là, il y a vraiment un gros travail à faire pour comprendre ça. Nickel. On constate une augmentation des populations, on constate des explosions de populations, des proliférations certaines années, ou de façon localisée, attention aussi, il y a plein d'endroits où c'est bien géré, enfin, voilà, où on maîtrise les populations, il y a plein d'endroits, il y a un certain nombre d'endroits, ce qu'on appelle les points noirs un peu, qui ont été identifiés, où là, la maîtrise, on n'y est pas. Donc là, il y a un certain nombre de pratiques à bannir, par exemple le nourrissage, l'augmentation de la pression de chasse, voilà, il y a tout un tas il y a tout un arsenal qui existe. J'aurais tendance à dire que dans bien des cas, on ne comprend pas ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas d'outils simples qui nous permettent de dire, bah, tiens, notre population, elle a dépassé ce qui est concevable. Alors maintenant, il y a plein d'indicateurs qui sont des indicateurs comme les dégâts, oui, la facture des dégâts, c'est un très bon indicateur, et ça, les fédérations de chasse savent s'en servir pour dire, il faut augmenter la pression sur la population de sangliers pour tout simplement diminuer la surface en dégâts et au final la facture en dégâts. On manque cruellement de résultats, de recherches sur le sanglier. Ça semble assez paradoxal parce que c'est quand même une espèce qui a un fort impact économique, social, hein, les dégâts, les accidents. Et il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Peut-être bien que le réchauffement climatique, changement global,
profiteraient au sanglier. Les forestiers nous disent que les glandées, par exemple, sont de plus en plus régulières. Il y aurait moins de gelées tardives, donc plus de production de glandes de façon régulière. Donc ça favoriserait les populations de sangliers. C'est une hypothèse de travail. Ça aussi, ça demande à être testé. Autre énigme pour les scientifiques, le cochon-glier. Animal hybride issu du croisement entre le cochon domestique et le sanglier, il pourrait être l'une des causes de l'explosion démographique des populations. Le cochon-glier serait plus prolifique. C'est pour ça d'ailleurs que certains se sont amusés à croiser pour avoir plus d'animaux. C'est ce qui se dit, mais ça n'a pas été vraiment mesuré. Nous, on essaye de le mesurer. On croyait, et la loi dit aujourd'hui, 36 N chromosomes, c'est un sanglier, 38 N chromosomes, c'est un cochon. Si on croise un cochon et un sanglier, on arrive au cochon-glier, on est à du 37 N chromosomes. Ça, c'est la loi, c'est ce qu'on pensait. Bon. Et en fait, quand on creuse un peu cette question-là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que dans le 36 N chromosome, qui est le sanglier pur, si j'ose dire, on ne devrait pas retrouver de gène du cochon. Et pourtant, la délimitation n'est pas si claire. Rien que d'émettre l'hypothèse, non mais que 36, 37, 38, si tu veux, c'est la loi, et nous on remet en question, on pose question quoi, par rapport à ça. T'imagines pas le foin que ça va faire. Au-delà des dégâts et autres enjeux économiques, le sanglier restera encore longtemps un sujet sensible et bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors que nous le côtoyons depuis des millénaires et que nous avons certainement notre part de responsabilité dans son explosion démographique, aujourd'hui, il échappe à notre contrôle et semble même s'accommoder de la pression de chasse en compensant les pertes de la harde par une maturité sexuelle avancée. Devant cette affirmation qui doit encore être prouvée scientifiquement, ne devrait-on pas, d'ores et déjà, réfléchir à d'autres alternatives à la chasse ?